Marc-Henri, professeur de chimie moléculaire à Strasbourg, à l'Université de Strasbourg, c'est vraiment le spécialiste de l'eau sur tous ses registres, que ce soit le registre physico-chimique jusqu'au registre quantique. Il fait le grand écart et avec un grand talent. Je lui laisse la parole. Merci Marion. Donc bonjour à tous et je voudrais sincèrement remercier Marion de me donner l'occasion de vous parler d'une chose que vous allez avoir tout le temps devant vous et que finalement vous ne connaissez peut-être pas trop, qui est ce qu'on appelle l'information. L'information, c'est quelque chose qui est à la fois très précis et très flou. Et normalement, j'espère qu'à la fin de la conférence, j'aurai un petit peu essayé de vous faire comprendre la complexité qu'il y a derrière cette notion. Donc on va parler d'information, mais aussi de quelque chose que peut-être vous ne connaissez pas, qui est l'exformation, qui est en fait l'envers. Un petit peu comme disait Patrick tout à l'heure, je suis un peu alchimiste aussi, ça me passionne. Et quand j'étais petit, il y a un truc que j'adorais faire, c'est prendre les photos, mais du pont, mais de dessous. Et ça a toujours été une constance dans ma vie, c'est-à-dire toujours regarder les choses à l'envers, de dessous. Parce qu'il se passe des choses qui ne sont pas forcément visibles au premier regard. Et puis, ça va nous permettre de parler de vide, d'eau et d'ADN. L'eau étant quelque chose qui me passionne, évidemment, comme le vide. Et l'ADN, on va voir que finalement, ce n'est pas forcément ce que vous pensez. Alors, on va déjà, pour que les choses soient claires, définir l'information de façon très simple, celle que vous connaissez, je pense. Donc, vous avez son unité, c'est le bit, sans jeu de mots. C'est-à-dire l'abréviation d'un mot anglais qui veut dire binary digit. Et un bit, si vous voulez, c'est un choix entre deux possibilités. C'est oui ou non. Donc c'est ce qu'on appelle une logique binaire. Et toute notre société, vous n'avez peut-être pas rendu compte, mais depuis quelques années, on a basculé dans le monde de l'information. C'est-à-dire qu'il faut comprendre ce que c'est que les bits, que c'est que les octets. Et pour vous aider un petit peu à vous donner les repères, je vous ai mis ici quelques repères. Donc un bit, c'est une réponse à une question de type oui ou non. Ensuite, on a l'octet, c'est 8 bits. C'est-à-dire que vous comptez jusqu'à 8 et vous avez ce qu'on appelle un octet. C'est une unité pour décrire ce qu'on appelle la mémoire. C'est-à-dire qu'est-ce que je peux avoir, qu'est-ce que je peux mémoriser comme information. Alors, aujourd'hui, quand j'ai commencé à faire de l'informatique, l'unité était le kilo-octet. Dans les années 90-2000, on est passé au mégaoctet. Aujourd'hui, l'unité dont tout le monde parle, c'est le gigaoctet. Le gigaoctet, c'est 1 milliard d'octets. Et ça correspond à peu près à 5 minutes de vidéo H2.64, pour ceux qui connaissent. C'est le format MP4 des films que vous regardez. Donc quand vous avez 4 gigaoctets, vous avez à peu près 5 minutes de vidéo en Full HD haute définition. Un autre point de repère que je peux vous donner, c'est que les livres du monde entier, ça fait à peu près 200 pétaoctets, c'est-à-dire 210 puissance 18 octets. Alors ces chiffres, on va les retrouver, mais dans le corps humain, et pas ici dans l'Internet. Vous voyez que l'Internet, c'est à peu près quelque chose comme, ici, vous avez une échelle, alors si ça voilà, en hexaoctets, donc c'est 10 puissance 15, vous voyez qu'on se balade dans cette échelle-là, au niveau de la quantité d'informations. Voilà, donc ça, c'est ce que je pense tout le monde connaît. Ensuite, on a ce qu'on appelle l'ADN. Vous avez sûrement entendu parler de cette molécule, et on vous dit qu'elle supporte l'information génétique. Alors, qu'est-ce qu'on entend par support de l'information génétique ? Eh bien, on sous-tend que c'est une double hélice, peu importe, mais c'est surtout qu'il y a 4 lettres. C'est-à-dire que vous avez un alphabet à 4 lettres, que vous connaissez, c'est l'adénine, la cytosine, la guanine et la thymine. Et ici, donc, c'est 8 10 puissance 9, et ici, c'est 4 10 puissance 9. Donc, vous avez un code à 4 lettres, comme vous le voyez. On sait que dans le sperme humain, vous avez 4 10-12 grammes d'ADN. On sait qu'une paire de nucléotides, c'est à peu près 10-21 grammes. Vous faites le rapport, ça fait 4 milliards donc, de paires de bases dans un ADN. Vous savez que vous avez un alphabet à 4 lettres, donc comme vous avez une double hélice, ça vous fait 8 milliards de bits. Ou si vous préférez, 1 gigaoctet. Alors j'insiste bien, 1 gigaoctet,
Et c'est tout ce que vous avez dans l'ADN. Et d'après le dogme de la biologie moléculaire, ça suffit à coder un être humain avec toute sa complexité. Si vous avez un petit peu compris ce que c'est que l'octet, un gigaoctet, c'est vraiment pas beaucoup. Quand on vous dit que l'ADN, c'est une molécule qui est bourrée d'informations, on vous ment. L'ADN, c'est une molécule qui n'a quasiment aucune information. Un gigaoctet, c'est rien du tout. Songez à ce que vous achetez aujourd'hui dans le commerce en clé USB, c'est 1 giga. Non, c'est 32, 64, 265 gigas. Quand on vous dit que tout l'ADN humain tient dans 1 gigaoctet, vous devez comprendre que ce n'est sûrement pas de l'information qui est là-dedans, et parce que sinon on ne comprendrait pas comment on peut coder une complexité aussi importante. Alors, ce qui m'a frappé aujourd'hui, et c'est peut-être bien que finalement le programme ait été un peu chamboulé, parce que je devais passer plus tôt, je passe plus tard, c'est parce que ça m'a permis aussi de voir ce qu'ont dit un peu les autres conférenciers, et ça m'a permis de me conforter dans une vision que j'ai depuis que j'ai démarré la recherche, c'est qu'en science, je suis un scientifique, il existe un énorme fossé. C'est-à-dire que d'un côté, vous avez les scientifiques qui vous parlent des quarks, des atomes, des molécules, des protéines, qu'on appelle, quand on est aux protéines, sont les biologistes moléculaires. Et de l'autre côté, vous avez les gens qui vous parlent de même protéines, d'ADN, de cellules, d'organismes et même peut-être d'esprit. Et je pense que vous l'avez tous ressenti, ce fossé. C'est-à-dire qu'on sent bien que quand on va sur cette route, à un moment donné, il y a un gouffre. Et c'est ce gouffre que je voudrais combler aujourd'hui, parce qu'en fait, on a des réponses. Pourquoi d'abord ce gouffre n'existe pas? C'est une chose qu'on crée nous-mêmes avec nos pensées, nos modèles. En fait, ce gouffre n'existe pas, la chose est continue. C'est parce qu'on oublie quelque chose d'essentiel. Et je voudrais ici vous rappeler la phrase de ce grand prix Nobel de physiologie et de médecine qui était Albert Szent-Györgyi. La vie, c'est de l'eau dansant sur le rythme des solides. C'est-à-dire que ce qui vous manque en tant que biologiste, et ça, c'est quelque chose que je me bats depuis des années, c'est que vous ne considérez jamais l'eau. Vous considérez toujours vos objets comme étant déshydratés. Et quand vous considérez les objets comme étant déshydratés, vous faites une erreur fondamentale. C'est que vous ne regardez que 1% de la chose. Vous oubliez 99% de l'histoire. Et c'est cette histoire que je vais vous raconter aujourd'hui, que je vais essayer de rétablir, pour que vous, enfin, vous compreniez que l'eau, c'est quelque chose d'important, ce n'est pas simplement une substance qui coule au robinet. Alors pour ça, on est obligé d'aller en physique quantique. Je ne vais pas vous faire une grosse démonstration de physique quantique parce que je l'ai fait dans de nombreuses conférences, vous pouvez le voir sur YouTube. Je vais juste vous expliquer en quoi cette molécule H2O permet de faire des choses fantastiques. Vous avez ici la vision moderne du vide. Si quelqu'un vous dit le vide c'est vide, vous partez. Le vide n'est pas vide, il est plein de tout ce que vous voulez en fait. Et la molécule d'eau a cette caractéristique, c'est qu'elle parle avec ce qui vous croyez être vide. Et elle va chercher là-dedans de l'information qu'elle ramène et elle utilise pour ça un de ses niveaux d'énergie. Ce niveau d'énergie, on le connaît, il est à 12 électronvolts au-dessus de l'état fondamental de l'eau. Je dis ça parce qu'il y a toujours des pessimistes dans la salle qui pensent que lorsqu'on parle de l'eau, on devient des petits charlots et qu'on ne fait pas de la science. Donc ça, c'est une excitation. Et ensuite, ce que fait la molécule d'eau, c'est qu'elle excite une voisine qui, à son tour, s'excite. C'est-à-dire que c'est une excitation collective. Et c'est ça qui vous manque quand vous parlez de l'eau. Vous considérez toujours l'eau comme H2O, alors que ce n'est pas H2O. Et plutôt que de vous faire de la physique quantique et vous embêter avec ça, je vais vous montrer un film qui va vous faire comprendre ce qu'est une molécule d'eau et comment, en fait, vous devez voir l'eau. Alors ce film, certains le connaissent déjà, c'est simplement une expérience qui a été faite en laboratoire. Vous prenez 32 métronomes, vous voyez, on les a ce qu'on appelle déphasés. C'est-à-dire que chaque métronome joue sa petite musique. C'est-à-dire que si on vous prend, vous, dans la salle, chacun fait ce qu'il veut. Et est-ce que vous entendez ce chaos? Ce chaos, c'est ce qu'on appelle l'incohérence de phase. Et cette incohérence de phase, elle vient d'un fait que chacun fait ce qu'il veut. Ce qu'on va faire, c'est juste ne rien faire. C'est-à-dire qu'on va juste laisser les métronomes. Pourtant, un métronome, c'est idiot, vous savez, ça fait ça. Et ça ne sait pas faire autre chose. Regardez ce qu'ils vont faire.
ils vont avoir ce qu'on appelle un comportement intelligent. C'est-à-dire qu'à un moment donné, vous allez sentir écouter le son a déjà changé. Si vous regardez l'image, vous voyez qu'il se passe des choses. Que les métronomes, qui sont des choses inertes, parfaitement idiotes, ne sont pas si idiots que ça. C'est que finalement, vous voyez, il y en a qui se mettent ce qu'on appelle en phase. C'est-à-dire que, voilà, il y a un mouvement de groupe qui se met en route. Alors, ils sont vraiment vivants, pourquoi ? Parce que vous voyez qu'il y a toujours des gens qui résistent, c'est-à-dire, comme dans tout groupe, c'est normal. Moi, non, moi, je ne veux pas marcher au pas, tout ça, ça ne me concerne pas. Ben oui, vous voyez, lui, il dit non. Puis les autres, ils disent, si, il faut que tu t'y mettes. Alors, en fait, il n'a pas le choix. Écoutez maintenant le son. Regardez la différence. Maintenant, vous avez acquis ce qu'on appelle une cohérence. Quand vous êtes dans cet état-là, vous n'êtes plus 32, vous êtes 1. C'est ce que vous expliquait Patrick. C'est-à-dire que vous vous êtes aligné. Et au lieu d'avoir un corps qui part dans tous les sens, tout votre corps, maintenant, est en phase avec chaque partie. C'est-à-dire qu'à la limite, on n'a même plus le droit de dire que vous êtes fait de jambes, de bras, de tête. Vous n'êtes plus qu'une seule chose. Et vous voyez que le petit récalcitrant, eh bien, il a dû s'y faire. Il n'y a aucune magie là-dedans. La seule chose qui a fait tout, c'est le plateau. C'est-à-dire, pourquoi il y a ce comportement, c'est parce que vous les avez posés sur le même plateau. Pourquoi vous devez être en cohérence, c'est parce que vous êtes dans le même environnement. Et si vous faites une action, forcément, ça agit sur le voisin. Et notre problème en tant qu'être humain, c'est qu'on ne veut pas faire comme l'autre. Alors qu'il faut, à des moments donnés, avoir des actions collectives. Alors, s'il vous plaît, si des métronomes sont capables de faire ça, vous devriez être capable de le faire. C'est juste dans la tête. Maintenant, je sais que c'est difficile, mais il y a quelque chose dans votre corps qui le fait en permanence. C'est l'eau. Ce que vous voyez là, c'est ce qu'on appelle un domaine de cohérence. C'est-à-dire que dans votre corps, toute votre eau corporelle se structure en domaine de cohérence. C'est-à-dire qu'il y a des petits domaines où, comme ça, vous n'avez pas le droit de dire que vous avez N molécules d'eau, mais vous avez un seul objet. Alors ça, c'est ce qu'on va voir un peu plus en détail. Donc vous voyez, les deux grosses boules représentent ces domaines de cohérence où, en fait, je n'ai pas le droit de considérer que c'est des molécules séparées. Elles partagent une même fréquence électromagnétique. Je ne vais pas rentrer dans les détails. Ce n'est pas ça qui est important. Ce qui est important, c'est qu'entre ces deux domaines, on a de l'eau qui est incohérente, c'est-à-dire qu'elle n'est pas en cohérence de phase, elle fait à peu près comme elle veut par rapport à l'expérience des métronomes. Cohérence, incohérence. Et regardez, ce qui est important, c'est l'échelle de taille. Vous êtes ici à 75 nanomètres et ici à 57 nanomètres de taille. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que l'eau a une nanostructure, une structure nanométrique. Et c'est là que se trouve la clé. Pourquoi ? Parce qu'on connaît très bien la longueur d'onde d'excitation qui donne la cohérence, c'est 100 nanomètres, ou si vous préférez 0,1 micron, c'est-à-dire 10-7 mètres. Si vous prenez cette longueur de cohérence, vous voyez que ça fait à peu près 30 millions de molécules d'eau. On sait que dans 18 grammes d'eau, il y a le nombre d'Avogadro de molécules. Et si vous faites un simple rapport, ça veut dire que vous avez un 2×10⁻XVI domaine de cohérence. Qu'est-ce que ça veut dire cohérent, incohérent ? C'est oui, c'est non. C'est un bit. Si vous avez 2×10⁻XVI domaine de cohérence, vous avez 2×10⁻XVI bits. C'est-à-dire que dans 18 grammes d'eau liquide, vous avez 2500 téraoctets de possibilité de stocker de l'information. Donc ça, c'est extrêmement important, c'est-à-dire que, vous voyez ce que c'est que 18 grammes d'eau ? C'est pas beaucoup. Eh bien, vous avez 1 an, 2 mois de vidéo Full HD. C'est ça que ça veut dire. Et je n'ai que 18 grammes d'eau. Imaginez un océan. Il y a combien de grammes dans un océan ? Posez-vous la question et vous comprendrez qu'il faut commencer à regarder l'eau. Alors évidemment, cette eau liquide ne nous concerne pas trop parce qu'en fait, dans nos cellules, l'eau est ce qu'on appelle sous forme morphogénique. C'est un terme que j'ai inventé avec mes amis Rodolphe Forger
parce qu'on était un petit peu scandalisé que cette eau qui nous constitue, on ne la nomme pas en fait en science. On vous parle de l'eau gazeuse, de la vapeur, on vous parle de l'eau liquide, on vous parle de la glace, mais on ne vous parle pas de cette eau qui est vous. Et d'ailleurs, j'ai appris récemment, il y a quelqu'un qui m'a envoyé un mail très gentil, qui m'a dit « Vous savez comment on dit bonjour en haïtien ? Vous le savez ? De quelle eau es-tu » Ah, et ça ne s'invente pas. C'est-à-dire que vous êtes des êtres hydriques. Et ce qu'on sait, ça c'est la science qui nous l'apprend, c'est qu'il y a des protéines, et que l'eau se structure sur les protéines, ça fait exactement 4 couches. Ce que nous apprend aussi la science, c'est que une molécule d'eau, ça fait tout petit, ça fait 0,3 nanomètres, et que si vous pensez être fait d'eau à 70%, c'est que c'est une erreur fondamentale, parce que quand vous dites « je suis fait d'eau à 70%, », vous parlez en masse, c'est-à-dire vous dites en gros « je ne veux pas bouger ». Je ne veux pas bouger. Et donc à ce moment-là, c'est vrai, c'est 70% qui compte. Mais si vous dites maintenant « la vie c'est du mouvement », ce n'est plus ce chiffre qui compte, c'est l'autre qui est entièrement équivalent, c'est 99%. Et c'est ce chiffre qui m'a fait partir de l'autre côté. Parce que moi, au départ, j'étais, comme beaucoup d'entre vous dans la salle, scientifique pur et dur. Et quand on me disait l'eau, je disais, oui, bon, l'eau, c'est un solvant, ça sert à faire des réactions. Mais quand je me suis dit, bon sang, on est fait à 99% de nombre de molécules d'eau, et qu'on ne vous en parle jamais dans les livres de biologie, il y a quand même un truc qui se cache là derrière. Alors, on va faire là aussi une petite estimation. Ça, c'est ce qu'on appelle une bicouche lipidique. C'est le truc de base de la cellule, c'est-à-dire qu'il faut faire la différence entre un intérieur et un extérieur. Il y a 4 couches d'eau ici, il y a 4 couches d'eau là. Qu'est-ce qu'on sait ? On sait qu'il faut 100 nanomètres pour faire le domaine de cohérence. Donc ça fait un volume de cohérence d'environ 1200 nanomètres cubes. Vous calculez, ça fait 400 000 molécules d'eau. Donc déjà, il faut moins de molécules d'eau sur une bicouche lipidique que dans le liquide. Ça, c'est une bonne nouvelle. Ensuite, vous voyez qu'on peut mettre donc 25 octets par micron carré de surface. C'est-à-dire vous tracez un carré de 1 micron de côté. Là-dessus, vous pouvez coder 25 octets. Mais c'est pas beaucoup. C'est pas beaucoup. Attendez. Une cellule, c'est 500 micromètres carrés. On a 3 milliards de cellules, enfin 3,7 10 puissance 13 cellules, ça doit faire beaucoup plus, 3700 milliards exactement. Si je calcule avec 25 octets par micron, ça fait 5 milliards de gigaoctets. Combien de médecins savent que chaque fois qu'un patient rentre dans leur cabinet, ils voient arriver 5 milliards de gigaoctets? Sur ces 5 milliards de gigaoctets, il y en a peut-être 2 ou 3 qui déconnent. Imaginez le boulot du médecin. Vous lui demandez, avec ça de capacité d'information, dire « mais qu'est-ce qui ne va pas, docteur ?» Et lui-même ne sait même pas que ça existe. Alors il va vous soigner comme il peut, c'est-à-dire à l'intuition. Et on va voir aussi, parce que ça c'est une possibilité par le contact humain. Je vais vous expliquer comment on va en arriver là. Alors, 5 milliards de gigaoctets, c'est vraiment beaucoup. Alors, je vais en profiter pour juste vous glisser une petite pique, parce que ça m'agace sérieusement, tous ces gens qui me parlent du cerveau. Mais le cerveau, c'est une chose fantastique. Mais s'il vous plaît, remettez-le à sa place. Regardons ce que ça donne. Un cerveau, c'est 25 000 gigaoctets, c'est 10 puissance 11 neurones, c'est environ avec 520 000 synapses par neurone. OK. Mais comment on obtient ce chiffre? C'est parce que j'ai pris 146 000 neurones par millimètre carré, 100 milliards de neurones pour un mètre carré, donc ça me fait à peu près ces 25 téraoctets du cerveau. On est d'accord, 25 téraoctets, c'est énorme. Bravo le cerveau, bravo. Mais est-ce que c'est le palmarès? Regardez, l'intestin, surface 200 mètres carrés, 5 pétaoctets. C'est-à-dire que vous avez 5000 fois plus de mémoire dans l'intestin que dans le cerveau. Et en plus, vous avez des neurones, 10 puissance 8. C'est-à-dire que si vous étiez bêtement matérialiste, où vous mettriez la conscience? Dans les tripes. La tête, elle est juste là, juste sur un signal sur 10, elle dit ce qu'il faut faire. Mais tout est là, 5 pétaoctets. Là,
vous n'en avez que 25 000 misérables gigas. Et puis, dans ce jeu entre le cerveau et les intestins, on oublie un partenaire essentiel. C'est que vous avez aussi un cœur. Et on a découvert que dans ce cœur, il y avait aussi des neurones. Et que lui, le cœur, avec ses 3 milliards de cellules, il a quand même 40 téraoctets de mémoire. 40 téraoctets, vous voyez, c'est peut-être moins que l'intestin, mais c'est beaucoup plus que le cerveau. C'est-à-dire que vous avez beaucoup plus d'informations qui passent par le cœur, de possibilités de capacité de stocker par le cœur que par la tête. Mais il faut peut-être mieux le savoir. Voilà, donc en fait vous avez 3 cerveaux et vous n'en utilisez qu'un, c'est bien dommage. Alors on en vient évidemment à l'ADN, parce qu'on m'a demandé de faire de l'épigénétique, puisque c'est le thème du congrès, donc je vais vous parler d'ADN. Mais pas comme je vous l'ai montré tout à l'heure, tout nu, déshydraté, ça n'a aucun intérêt. On va l'hydrater avec sa gaine d'eau et surtout sa gaine de magnésium. Il y a encore des médecins qui ne savent pas que le magnésium solvate l'ADN. Il y a aussi quelque chose que les médecins ne savent pas, c'est qu'on a aujourd'hui des calculateurs. Et qu'on peut prendre cette belle double hélice et la mettre dans un calculateur, sans l'eau, et regarder ce qui se passe, deviner ce qui se passe. Eh bien, elle explose en 1 picoseconde. Elle se dissocie complètement. Si vous voulez conserver la double hélice, il faut mettre de l'eau. C'est aussi bête. Donc on ne peut pas imaginer l'ADN sans eau. Là aussi, on va faire un petit calcul rapide, 2 nanomètres de diamètre, 0,34 nanomètres entre 2 paires de bases, tout ça c'est dans les livres de bio. Hein. Ça fait 1 mètre à peu près de longueur pour l'ADN humain. On connaît notre capacité de stockage qui va être ici d'environ 10 puissance 16 bits par mètre, c'est-à-dire 1,25 mégaoctets par mètre d'ADN. Je vous rappelle que je parle ici d'une mémoire en mégaoctets de l'eau. Je ne parle pas de la mémoire liée à la succession des bases. C'est-à-dire je parle de la couche hydrique qui est là, qui entoure. C'est-à-dire que j'ai bien sûr le gigaoctet qui vient de là, mais j'ai aussi 1,25 mégas qui sont là. Et à quoi ils servent ces 1,25 mégas à votre avis? Vous croyez qu'ils ne vont pas coder de l'information? Eh bien si, justement. Ils vont coder, et c'est là où on rentre dans le domaine donc, de l'épigénétique, c'est qu'il y a eu cette belle couverture de Der Spiegel, qui est un journal allemand, où vous voyez, on met clairement en évidence que l'eau a une structure hélicoïdale, mais on vous prend de l'eau liquide, et j'ai mis la traduction ici, la victoire sur les gènes, intelligence, santé, bonheur, comment pouvons-nous déjouer notre héritage? Parce que les scientifiques ont découvert que finalement, avec leurs gros sabots, ils ont fini par découvrir que ce n'était pas l'ADN qui donnait le comportement ou qui donnait la bonne santé, c'était autre chose, c'est-à-dire des modifications qu'on fait sur cet ADN avec des choses qui sont évidemment chimiques. Alors, ce qui est la caractéristique de cette approche, c'est qu'on oublie l'eau. On vous dit, par exemple, ça doit être ici, voilà, on va mettre un groupement méthyle. Et le gène est méthylé, donc il ne peut plus se replier, donc ça, je vais modifier quelque chose, il ne va pas s'exprimer pareil. Mais attendez, quand vous êtes un peu physico-chimiste, méthyler un gène, ça veut dire quoi? Ben, ça veut dire que si vous avez de l'eau ici, qui solvate votre ADN, elle devient incohérente. 0. Et à côté, elle est cohérente. 0, 1, 0, 1, 0, 1. C'est quoi ça? Ben, c'est de l'information, mais qui est codée dans l'eau, sur l'ADN. Et maintenant, vous comprenez pourquoi j'ai repris, je défends Luc Montagnier, parce que c'est exactement ce qu'il montre. Il montre que si vous partez d'un mélange de nucléotides absolument chaotique, et que vous mettez juste une eau informée, qu'est-ce qu'on est capable de refaire? Une double hélice complète. C'est bien parce que l'eau supporte l'information, et ça veut dire que vous devez vraiment prendre en compte cette dimension. Alors, j'en arrive maintenant vraiment au cœur du problème, qui est, ça c'était la partie biologique. Finalement, est-ce qu'on ne serait pas des machines ou des êtres qui se nourrissent d'informations? Vous avez sûrement vu ça quelque part. On se nourrit d'informations. Il y a quelque chose qui me gêne avec ça. C'est que je connais un petit peu la théorie de l'information de Claude Shannon et son pendant quantique qui est la théorie de von Neumann, et vous avez ici l'analogie. C'est-à-dire que si vous êtes avec simplement une ligne de transmission de l'information, c'est en bleu, et en vert, ici, vous avez une mesure quantique. Vous voyez qu'il y a une correspondance 1 pour 1. C'est-à-dire qu'à chaque
étape de la transmission de l'information dans un fil électrique, j'ai une propriété quantique. Par exemple, la source d'information, c'est le système que j'étudie, le message, c'est la mesure, le transmetteur, c'est l'appareil de mesure, le canal, c'est la source de bruit, le receveur, c'est l'indicateur du appareil de mesure, le message, c'est la valeur mesurée, la destination, c'est l'observateur. Autrement dit, la théorie de l'information, c'est une théorie de la mécanique quantique. Et ça s'appelle la mécanique quantique relationnelle. Quand vous regardez la mécanique quantique, non pas comme une science ésotérique, mais comme une science de l'information, vous retombez exactement sur la structure qu'a trouvée Claude Shannon. Alors, il y a autre chose qu'a trouvé Shannon, c'est qu'on pouvait la quantifier avec cette expression, c'est-à-dire que si vous connaissez les probabilités des événements qui sont sur votre ligne de transmission, vous avez la fonction logarithme binaire qui vous permet de calculer une fonction qui donne la quantité d'informations que vous pouvez transmettre. Et c'est ça qui est crucial, c'est que la théorie de Shannon ne s'intéresse pas à la quantité d'informations que vous pouvez stocker, mais à la quantité d'informations que vous pouvez transmettre, ce qui n'est pas la même chose. Alors, on va voir entrer un peu plus dans les détails. On a très vite constaté que cette expression ressemblait comme deux gouttes d'eau à quelque chose qui avait été écrit en 1872 par Ludwig Boltzmann, mais pas pour de la mécanique quantique, pas pour de la théorie de l'information, c'était pour de la thermodynamique, c'est-à-dire un concept que je suis sûr qu'aucun d'entre vous n'a jamais compris, qui s'appelle l'entropie. C'est-à-dire qu'on va vous dire, ah oui, il y a l'énergie, alors ça, l'énergie, tout le monde est d'accord. Et puis on va vous dire, ah oui, mais à côté de l'énergie, il y a un second principe qui est l'entropie. Et là, si je vous demande de définir honnêtement et clairement l'entropie, vous allez être très gêné. Parce que autant on arrive à peu près à définir l'énergie, autant on ne peut pas définir l'entropie. Mais en fait, ce que je vais vous montrer, c'est que c'est encore pire que ça. C'est que l'énergie elle-même n'est pas définie. Et qu'on est avec des choses qui sont très floues alors qu'on croit qu'elles sont relativement floues. Alors, cette notion d'entropie, elle a beaucoup fait parler d'elle par ce qu'on appelle les démons. Il y a des démons, les scientifiques ont des démons intérieurs, ça s'appelle les démons de Maxwell. Ce sont des êtres démoniaques qui s'amusent à montrer qu'on peut générer de l'ordre à partir du désordre. Alors que le second principe vous dit « Ah non, 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 surtout pas !» Le monde va toujours vers un état de bordel incommensurable. Si vous avez de l'ordre quelque part, eh bien, vous allez avoir du désordre, et donc de l'entropie qui va augmenter. Et les démons sont là pour vous montrer que ce n'est pas vrai. Alors, on ne va pas trop s'intéresser aux démons, parce que j'ai fait un petit texte que vous pourrez aller voir à la librairie. On va s'intéresser juste à l'interprétation qu'en a donnée Gilbert Newton-Lewis. Regardez comment ça fonctionne. Vous avez une molécule dans un récipient. Vous dites, il y a le côté A et le côté B. Et vous voulez savoir où est la molécule. Mais qu'est-ce que ça veut dire, savoir où est la molécule? C'est-à-dire que vous voulez avoir une information. Est-ce qu'elle est dans A ou est-ce qu'elle est dans B? Si vous êtes dans cet état-là, vous voyez bien que vous ne savez pas où elle est, parce que comme elle bouge, elle peut être aussi bien à droite qu'à gauche. Donc vous avez deux choix possibles, soit à droite, soit à gauche. Vous dites que vous avez une entropie qui est de logarithme de 2. Et puis vous avez ici un petit piston. Vous poussez le piston. Qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, vous voyez que forcément, comme la molécule ne peut pas traverser le piston, elle va être forcément ici. Mais si elle est ici, vous avez acquis une information. Vous savez qu'elle est à gauche. Donc, vous n'avez plus le droit de dire qu'elle est à droite. Vous n'avez plus qu'un choix. Si vous n'avez plus qu'un choix, ça veut dire que l'entropie est devenue nulle, parce que le logarithme de 1, c'est 0. Donc, vous voyez que quand je gagne une information, je perds de l'entropie. C'est ça l'idée. C'est-à-dire que chaque fois que vous voulez travailler avec de l'information, si vous voulez en gagner, il va falloir diminuer l'entropie. Si vous voulez en perdre, eh bien, il va falloir perdre de l'information. Alors, ici, je vous demande d'être relativement attentif. Non, parce que il y a des très grands messieurs qui se sont exprimés sur l'information, en particulier Erwin Schrödinger, qui est le père de la mécanique quantique, et qui a dit des bêtises. Pourquoi? Parce que nous avons en fait en science deux définitions de l'information. Celle que je viens de vous donner, qui est celle de Shannon, où l'information c'est du désordre. Et vous avez la définition de Norbert Wiener, qui nous dit en 1948, et regardez les malices de l'histoire, c'est exactement la même année que Shannon, 48. Il nous dit la quantité d'information dans un système mesure son degré d'organisation et l'entropie son degré de désordre. Alors que Shannon nous dit exactement l'inverse. C'est-à-dire que nous avons deux définitions de l'information. Une qui nous dit l'information est dans l'ordre et l'entropie dans le désordre,
et une qui nous dit l'entropie est dans le désordre, et l'information n'est pas là. Pourquoi? Parce qu'on change tout simplement le signe. Ici, au lieu de mettre S, on met moins S, qui change tout. Et cette définition, vous allez la trouver dans énormément de livres de biologie. C'est-à-dire qu'on va vous dire que vous vous nourrissez d'informations et que vous devez diminuer votre entropie. Or, diminuer son entropie, ça veut dire que vous allez à l'inverse du second principe, qui dit que l'entropie ne peut qu'augmenter. Et là, on va vous dire, la vie, elle viole le second principe. Et vous allez avoir des gens religieux qui vont dire, ah oui, donc il y a Dieu et tout ça. Parce que la vie viole le second principe. En fait, la vie ne viole rien du tout. La vie, elle obéit parfaitement au second principe, mais ce qu'il ne faut pas, c'est adopter la définition de Wiener, c'est-à-dire ne pas dire qu'elle mesure la quantité d'ordre. L'information ne mesure sûrement pas la quantité d'ordre, elle mesure la quantité de désordre d'un système. Donc une fois que vous avez compris ça, ça va être un peu plus simple. Donc je vous ai mis ici deux images pour que vous compreniez mieux peut-être ça. Vous avez ici la chambre de votre enfant. Et puis vous laissez faire. Et vous savez ce qui va arriver, c'est que la chambre va devenir désordonnée. Et là, je pèse mes mots. Il y a des connards qui vous disent que l'entropie augmente quand la pièce vient désordonnée. Non, l'entropie est exactement la même, rien n'a changé. Vous avez autant d'entropie ici que là. Ici, vous avez un état de basse entropie parce que vous voyez qu'il y a du volume qui n'est pas accessible, alors que dans le gaz, c'est un état de haute entropie parce que les molécules peuvent se balader de partout. Je peux aussi regarder l'autre différence, c'est-à-dire que si maintenant je regarde ça, ça peut être de la haute entropie et ça de la basse entropie, tout simplement parce que ici vous voyez que je ne peux même pas bouger, ce que là je devrais bouger si le film voulait bien bouger. Voilà. Donc ce qu'il faut voir, c'est que l'entropie a quelque chose à voir avec le mouvement spontané et pas avec un mouvement artificiel. De même, si la pièce de votre gamin devient désordonnée, ce n'est pas à cause de l'entropie, c'est à cause de votre gamin. Qui déborde d'énergie, et c'est l'énergie qui amène le désordre. L'énergie, c'est son rôle, elle amène le désordre. Et paradoxalement, l'entropie, elle amène de l'ordre dans le désordre. Donc vous voyez, comme on prend tout à l'envers, ça peut être difficile pour vous d'essayer de comprendre ce que c'est que l'information, et peut-être que vous comprenez pourquoi vous êtes confus sur cette notion, parce que les scientifiques eux-mêmes ne sont pas précis. Voilà. Alors, si on prend ça comme définition, tout mouvement spontané trouve sa source dans l'énergie du vide. Pourquoi? Parce que si vous avez un mouvement spontané, ça veut dire que vous bougez tout le temps. Mais si vous bougez tout le temps, il faut bien trouver l'énergie quelque part. Et vous la trouvez où? Vous avez vu la conférence précédente, on vous dit qu'elle est dans les plantes, elle est ceci, ok. Mais in fine, elle vient d'où cette énergie? Je vous donne la réponse, parce que je la connais. Elle vient de là. Tout vient de là. Vous voyez, on vous a parlé de la photosynthèse là juste à l'instant. Elle vient du Soleil, mais d'où vient l'énergie du Soleil? C'est l'énergie du vide, c'est-à-dire que les atomes dans le Soleil, ils s'agitent, puis tout d'un coup, ils s'absorbent un énorme coup de poing dans la figure du vide, paf, et ils rentrent en désintégration. Et ça fait de la chaleur. Cette chaleur, qu'est-ce qu'elle fait? Elle produit, par la biais des feuilles, de l'énergie chimique que nous, on fait du carburant, puis vous connaissez l'histoire, c'est-à-dire qu'on ne consomme pas l'énergie, on la transforme. Alors, on va aller encore un petit peu plus loin. Et là, on va vraiment rentrer dans les dimensions humaines maintenant. C'est-à-dire, jusqu'à présent, j'ai joué ma casquette scientifique. Maintenant, je vais vous amener dans des sphères extrêmement, où très peu de scientifiques s'aventurent. C'est le coût anthropique du pardon. Regardez, ça vient des informaticiens, c'est pas moi. Rolf Landauer, ça a été un des grands monsieur d'IBM. Il a dirigé un laboratoire de recherche chez IBM. Vous avez une information, c'est-à-dire que vous savez dans quelle case est votre molécule. Vous voulez perdre cette information. Qu'est-ce que vous allez faire? Bien, vous allez enlever la paroi qui est là. Et maintenant, vous avez effacé. C'est ce que vous faites tous les jours dans votre ordinateur quand vous prenez le fichier et que vous le mettez dans la corbeille. Vous dites, j'ai effacé l'information. Vous êtes sûr de l'avoir effacé? Quelqu'un qui n'est pas un peu doué ne peut pas aller dans la corbeille et la régénérer? Ben si, parce que vous avez même des outils qui font ça. Oh, j'ai mis mon fichier machin à la poubelle. Ah, très, très vite, je vais la rechercher. Ça veut dire que l'information n'est pas perdue. Elle est simplement effacée. Mais effacer, ce n'est pas perdre. Si vous voulez la perdre, qu'est-ce qu'il va falloir faire? Il va falloir faire du travail, c'est-à-dire ramener dans un état de mémoire
où toutes les mémoires sont aux mêmes valeurs, qui sont 0 ou 1. Ça s'appelle en informatique le formatage. C'est-à-dire que vous avez par exemple la fonction sur Mac, parce que je travaille sur Mac, au lieu de vider ma corbeille normalement, je fais vider en mode sécurisé. Et qu'est-ce que c'est ce vidage en mode sécurisé? C'est-à-dire que non seulement je vais effacer, mais partout je vais mettre 0, 0, 0, 0, 0, 0. C'est-à-dire que je ne pourrai plus jamais retrouver cette information. Et c'est là où vous avez l'entropie qui arrive. C'est quand vous formatez. C'est-à-dire que vous remettez à zéro vos mémoires. Alors ça veut dire quoi? C'est que si quelqu'un vous a fait, par exemple, une saloperie, vous pouvez dire « j'oublie ». Vous avez enlevé la paroi, j'oublie, je pardonne. Non, pardonner c'est quoi? C'est bien sûr enlever la paroi, oublier qu'on a eu une injustice, et ensuite c'est faire un travail pour reformater, c'est-à-dire produire de l'entropie. Et c'est pour ça que la vie est une productrice d'entropie, parce que vous passez votre temps à absorber des informations, et à un moment donné, vos mémoires elles saturent, et si vous voulez acquérir une nouvelle information, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut lâcher l'ancienne. Et là, vous avez le coût anthropique qui arrive. Donc c'est pour ça que l'entropie, c'est une bonne chose. Ça vous permet de vous libérer de tout le poids d'informations que vous avez. Alors, vous le voyez ici, par exemple, vous lancez 2 dés. Vous avez 12 résultats possibles, c'est ce qu'on appelle le macro-état. Sur ces 12 résultats possibles, vous voyez qu'il y en a un qui est très particulier, c'est le chiffre 7, la somme 7. Pourquoi? Parce que j'ai plusieurs façons de l'obtenir, 6 façons différentes. Si je vous dis juste 7, vous êtes incapable de savoir si ça a été 1 plus 6, 2 plus 5, 3 plus 4, 4 plus 3, 5 plus 2 ou 6 plus 1. C'est impossible. Par contre, je peux vous dire, au lieu de vous dire 7, je vous dis ça. Mais si je vous dis ça, il va falloir que vous mémorisez tous ces résultats intermédiaires. Donc ça veut dire que l'information, vous pouvez l'acquérir, bien sûr, mais qu'à un moment donné, qu'est-ce que vous retenez? Vous allez retenir le chiffre 7, c'est-à-dire qu'il va falloir la détruire. Vous allez falloir renoncer à l'information. Et c'est ça votre problème. C'est que vous ne voulez pas. Vous acquérez de l'information et vous voulez la garder. Alors que toute la chose, c'est de la détruire. Alors je sais que je vais en choquer quelques-uns, mais c'est comme ça. Alors vous voyez, l'information est une chose toxique dont il faut savoir se débarrasser. Ça, c'est le grand message que vous allez retenir, même si vous ne comprenez rien à la conf. Non mais je sais, parce qu'il y a toujours des gens qui disent oh, « c'est super votre truc, mais on ne comprend rien ». Retenez au moins ça, l'information est une chose toxique, donc il faut pouvoir absolument se débarrasser. Plus vous arrivez à vous débarrasser de l'information, mieux vous saurez. Vous le voyez ici, par exemple, vous avez 1000 joules de lumière qui produisent une plante, et bien la plante n'en retient que 10 joules. Quand elle se fait manger par un herbivore, elle ne gagne que 10 joules. Vous avez 9 qui partent sous forme de chaleur et 1 qui va donner un lion. Et puis là, sur ce lion, vous en avez encore 0,9 qui vont partir sous forme de chaleur. C'est-à-dire que vous voyez qu'il y a une perte d'information si vous dites que l'information est dans le désordre. Il y a une perte énorme d'information, mais quel est le gain de cette perte d'information? C'est qu'ici, vous avez une lumière, vous avez un beau soleil qui brille, alors que là, vous avez un lion qui vit. Si le lion vit, en fait, bien sûr, c'est la même énergie que celle du soleil, mais lui, il a accepté de perdre de l'information. Et cette perte d'information, vous la voyez sous la forme du lion. Donc ceci nous amène à ce qu'on appelle l'exformation, c'est-à-dire tout ce que vous devez faire pour communiquer et accepter de perdre toute cette information qui vous submerge. Donc, cette exformation, elle est bien sûr perdue et elle va aller dans quelque chose qu'on appelle le vide. Alors, c'est là où on va voir intervenir quelque chose que les biologistes connaissent bien, qui est l'ADN poubelle. C'est-à-dire que dans un ADN, vous avez forcément des séquences qui ont soi-disant de l'information, en fait c'est de l'exformation, et vous avez ces fameuses séquences poubelles qui, elles aussi, codent, mais on ne sait pas très bien à quoi elles servent. Je vais vous montrer à quoi elles servent. C'est que ce qui leur manque pour s'exprimer, c'est un vécu. Alors, j'ai ici une petite animation, voilà, qui va vous montrer ce qu'on peut faire avec de l'exformation. Vous voyez, vous avez ici simplement une information qui est allée tout droit. Et puis, j'écris un code, c'est-à-dire qu'à côté de l'information aller tout droit, j'écris un code. Et qu'est-ce que vous voyez? Bien que quand j'écris ce code, je vois apparaître une forme. Mais pour voir apparaître cette forme, je ne peux pas la voir juste dans le fait d'aller tout droit. Il faut que j'itère un certain nombre de fois
et quand j'itère un certain nombre de fois, je vois la forme qui apparaît. Si je change la règle, le code de contexte de décodage, je prends le même gène, c'est-à-dire toujours aller tout droit, vous voyez que je peux faire une autre forme, ça c'est encore aller tout droit, et simplement je change le contenu de l'ADN poubelle. Et vous voyez ce qui se passe, c'est-à-dire que je donne le contexte dans lequel je dois interpréter le gène. Et ça, c'est la grande erreur que commettent les biologistes, c'est qu'évidemment, ils oublient qu'il ne suffit pas d'avoir de l'information, il faut avoir un contexte de décodage. Et ce contexte de décodage, il est à la fois dans l'ADN, le ADN poubelle, mais il est aussi dans la couche d'eau. Juste pour vous donner une idée de ce qu'est l'exformation, je prends souvent cet exemple de Victor Hugo, qui vient d'écrire Les Misérables, vous avez vu, c'est un ouvrage énorme, et qui veut poser la question à son éditeur, est-ce que c'est un succès? Vous voyez ce qu'il va devoir faire, c'est-à-dire qu'il va devoir résumer ces tas de questions à finalement une seule chose, ça. C'est-à-dire qu'il va envoyer à son éditeur une lettre où il y a juste un caractère, 5 bits, point d'interrogation. Que va faire l'éditeur? Il va recevoir ça, il va dire « Oh là là, Victor Hugo est inquiet !» Et il va dérouler dans sa tête tout ce que Victor Hugo voulait dire et n'a pas pu dire. Et puis, il va faire évidemment une réponse. C'est-à-dire que lui aussi, il veut dire plein de choses à Victor Hugo, donc il va faire le même travail. Il va prendre toute cette information, la réduire à ça. Il répond à Victor Hugo, point d'exclamation. Victor Hugo reçoit le point d'exclamation. Ah, c'est génial, c'est un succès de Gold Librairie, tout le monde s'arrache le bouquin. Comment on peut faire passer un message avec une information minimale? C'est ça l'exformation, c'est ce que vous faites en permanence, mais vous n'en rendez pas compte. Alors, voilà donc comment ça se passe. Vous passez votre temps à avoir des flux d'informations qui arrivent, et vous les transmettez par un tout petit canal qui s'appelle la conscience, et qu'ensuite, vous allez devoir décoder. Ici, vous voyez, hop, et il y a un arbre qui doit être condensé, et ensuite, il faut décondenser cet arbre au niveau du receveur. Et c'est là où, évidemment, il peut y avoir des soucis. C'est que lors de ce décodage, vous avez envoyé une intention, mais lui, il a décodé d'une autre façon, parce qu'il n'a pas le même contexte que vous. Parce que ça, c'est le contexte qui va faire que vous pouvez décoder de la même façon. Et le contexte, c'est quoi? C'est un vécu commun. Donc, ce qu'on appelle l'exformation, c'est ce qui fait en fait du sens dans le message, et ça, c'est quelque chose que vous devez aussi retenir. Donc ça, c'est la notion de bande passante, c'est-à-dire que vous allez devoir faire passer donc énormément d'informations dans un tout petit canal qu'on appelle la conscience, qui fonctionne à 20 bits par seconde. Alors que votre cerveau, lui, il est capable de fonctionner, comme vous le voyez, à 1 milliard de bits par seconde. Et ça, c'est votre problème. C'est-à-dire que quand vous dites quelque chose, vous voulez dire tellement de choses que vous êtes obligé de le condenser. D'où les problèmes d'interprétation. Alors ici, juste quelques chiffres pour vous montrer un petit peu comment ça fonctionne. Vous fonctionnez donc à 10 bits, 16 bits par seconde, et vous voyez que vos sens, eux, ils fonctionnent à 10 millions de bits par seconde. Et ça, c'est tout le travail que vous faites en permanence. Chaque seconde, vous recevez 10 millions de bits, vous devez en produire 16. C'est épuisant. Mais comme ça, vous êtes conscient. Si vous ne voulez pas faire ce travail, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut devenir inconscient. Et là, laisser le corps s'exprimer. Et vous pouvez le faire, pourquoi? Parce que le corps, comme je vous ai dit, il a 10 puissance 18 gigaoctets. Et donc, il y a de quoi travailler avec ça. Voilà, c'est ce qu'on appelle le moi-même et le je. Ça, c'est l'ego, à 16 bits par seconde. Quand vous êtes vous-même, c'est-à-dire que vous ne pensez pas à ce que vous êtes, vous pouvez fonctionner à 10 millions de bits par seconde. Et je peux vous dire que ça fait une sacrée différence, et quand vous le sentez, c'est ce qu'on appelle l'état d'alignement, l'état où on est bien, où tout est facile. Ça marche aussi avec la médecine, c'est-à-dire que quand vous donnez un placebo, évidemment, vous dites au jeu, je te soigne, on s'en fout complètement, parce que ce qui se passe, c'est à ce niveau-là. C'est au niveau du moi-même du malade et du moi-même du médecin que tout se passe. Voilà, je voudrais terminer en vous donnant cette belle phrase d'un physicien théoricien qui s'appelle John Archibald Wheeler, qui nous a appris qu'il avait 3 périodes dans sa vie. Au début, il croyait que tout était fait de particules. Dans sa seconde période, que tout était fait de champs. Et à la fin de sa vie, il avait réalisé que tout est fait d'informations. Et il avait même eu cette belle expression, pour ceux qui sont anglophones, « it from bit », c'est-à-dire la chose à partir du bit. Voilà, on va terminer avec ça. Attendez.
Parce que tout ça, c'est du blabla. Je suis un escroc, en fait. Et ce que je vais faire, c'est essayer de vous faire passer le message, mais maintenant d'une autre façon. J'ai pris du temps. Et chaque fois que vous prenez du temps, sachez que ça veut dire que vous prenez énormément d'informations que vous mettez à la poubelle. Tout ce temps que j'ai consacré, je me suis mis à mon piano et j'ai fait un morceau de musique. Ensuite, j'ai pris des paroles d'une chanson qui s'appelle My Way et je les ai traduites. Ça m'a pris aussi beaucoup de temps. Mais je l'ai fait avec mon vécu. Et maintenant, je vais vous le rendre. Et vous allez voir si vous comprenez ce que c'est que l'ex-formation. C'est-à-dire tout ce que je vais vous dire sans le dire. On y va. Alors ce que vous pouvez faire, c'est chanter vous-même, si le cœur vous en dit. Ainsi, c'est donc la fin, et je suis là, devant le rideau final. Mon ami doit être clair, je vais t'instruire de mes certitudes. J'ai eu quelques regrets, mais bien trop peu pour les exprimer. J'ai fait ce que j'avais à faire. J'ai toujours fait à ma façon. Oula. J'ai agencé chaque trajet, poursuivre chaque chemin détourné et poursuivre. Oh non, alors là je suis complètement déphasé. Ah oui, ce que j'avais à faire. Faire sans faiblir et agencer chaque trajet, poursuivre chaque chemin détourné et plus que tout, ce fut à ma façon. Il fut un temps, tu le sais bien, où je mordais sans même mâcher. Mais malgré ça, au moindre doute, je dévorais pour recracher. Si j'ai fait face, toujours bien droit, ce fut à ma façon. Aimer pleurer, oui j'ai gagné pour tout gaspiller. Et là, mes larmes se tarissent et je trouve cela très ridicule. Et dire que j'ai fait tout ça, oui je l'avoue, sans grande modestie. Oh non, pas moi, ce fut à ma façon. Que veut un homme? Qu'a-t-il gagné? Rien du tout s'il n'est pas lui-même. Dire les choses qu'il pense vraiment et sans jamais s'agenouiller. Le score remonte que j'ai pris les coups. Ce fut à ma façon.
Oui, telle a été ma vie. Voilà. Ça, c'est l'ex-formation. Il y en a peut-être même qui ont pleuré. Parce que c'est du vécu. Je vous rappelle que cette chanson a une histoire. Elle a été écrite par la musique est de Jacques Revaux, qui est le parolier de Michel Sardou, que Sardou a refusé de chanter. Elle a été proposée à Claude François, qui a refusé de la chanter. Le seul qui a accepté de la chanter s'appelait Hervé Villard. Et puis, Jacques Revaux voulait vraiment que Claude François chante cette chanson. Et finalement, il a réussi à convaincre Claude François, ça a donné une chanson complètement débile, qui s'appelle Comme d'habitude. Parce que Claude François était dans sa rupture avec France Gall, et que ça n'allait pas, et qu'il voulait faire ça. Bon. Paul Anka, que vous voyez là, passe à Paris, il écoute la chanson. Et la musique le touche au point qu'il en pleure. Bien sûr, il dit les paroles sont géniales, je vais les réécrire, il les a réécrites en anglais. Et il a dit, je vais raconter la vie de Frank Sinatra. Parce que c'est la vie de Frank Sinatra qui est racontée là, que je vous ai chanté. Et si vous êtes proche de Frank Sinatra, ça a dû vous toucher. Parce que, évidemment, j'ai repris les paroles anglaises et je les ai traduites, mais là, à ma façon. C'est toujours comme ça, c'est-à-dire à votre façon. Il faut que vous soyez vous-même. Voilà, c'est le message que je voulais vous faire passer. Il y a de la science, bien sûr. Et comme je vous le montre maintenant, j'ai écrit des petits livrets pour vous parler, donc, comme vous le voyez ici, non, vous ne le voyez pas, de l'eau, de la musique, des protéodies, de ces mystères, de la mémoire, du vide. Qu'est-ce que c'est que le vide? Et aussi, j'ai fait pour ce congrès spécialement un petit livret qui s'appelle, évidemment, de l'information à l'ex-formation, où vous retrouverez tout ça. Donc tout ça, vous pouvez l'avoir au stand juste à côté. Il y a aussi, pour ceux qui sont fanats d'Amazon, un petit livre que vous pouvez avoir sur Kindle, c'est-à-dire sur votre portable. Vous pouvez avoir. Ça coûte 7 €, c'est 3 fois rien. Et il y a énormément d'informations qu'on a mis là-dedans. Et pour ceux qui veulent vraiment rentrer dans les détails, vous avez des formations qui sont organisées par Sylvie-Henri Réan, qui est dans la salle, où on peut aller beaucoup plus loin en physique quantique, l'eau dans la cellule. Ce n'est plus moi qui l'ai fait parce que j'ai d'autres choses à faire. Mais là, vous pouvez vraiment approfondir tout ce que je viens de dire. Et vous avez ici donc, le lien pour vous inscrire à ces formations si vous le souhaitez. Je voudrais surtout remercier Marion de l'opportunité qu'elle m'a donnée de vous parler de cette information que vous voyez n'est peut-être pas forcément ce que vous croyez. Puis merci de votre écoute.